Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique du bras lanceur. Mon nom est JF Charles et je suis en compagnie de Marc-Antoine Bérubé. Puis Marc-Antoine, on a un invité aujourd'hui. Yes! Yannick Desjardins, coordonnateur au développement des entraîneurs. Yannick, comment ça va? Ça va super bien, très heureux d'être avec vous autres aujourd'hui. Les autres sont heureux de t'avoir. Aujourd'hui, 10 000 heures d'entraînement. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, présentement, ça l'a été dans les dernières études. Ben, premièrement, le 10 000 heures, là, ça part de où? Là? On peut le dire, là, ça part de où? Ça part d'une étude de Erickson, là, qui a fait des études que lui, il est arrivé à un chiffre général que c'était 10 000 pour lui pour devenir un expert en quelque chose. Les dernières études ont réfuté cet aspect-là, que dans le fond, c'était plus un beau chiffre que le monde va arriver général. Ah, 10 000, tu sais, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ça prend beaucoup de temps avant d'être bon. Mais ce qu'on commence à réaliser, c'est qu'il y a plusieurs autres facteurs qui contribuent à l'atteinte d'une expertise, que c'est pas nécessairement un 10 000 heures, right? Exactement, surtout que je pense qu'il y a plusieurs tâches, il y a plusieurs sports qui ça demande un certain nombre d'heures qui est différent. Surtout, il faut tout le temps analyser c'est quoi la tâche qu'on a à faire, c'est quoi la complexité de notre sport. Donc, c'est sûr que le 10 000 heures, il vient vraiment d'une formule qui était générale, de dire que ça te prend du temps. Mais maintenant, plus que les recherches avancent, plus qu'on essaie de le spécialiser par rapport à chacun des sports. Et surtout aussi, un autre élément qui prend en considération, c'est notre athlète, il va partir de où? Est-ce que c'est quelqu'un qui part de zéro dans son sport? Est-ce que c'est quelqu'un qui transfère d'un sport à l'autre? C'est quoi aussi je vais dire sa chance ou c'est quoi son physiquement, c'est quoi sa génétique qui l'amène de partir peut-être d'un certain niveau athlétique qui peut être différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer un seul chiffre. Mais le plus important, c'est que surtout au baseball, surtout pour notre lanceur, on est tous convaincus que ça prend beaucoup d'heures. On le sait qu'on entend souvent ça quand on a un sport de développement tardif. Donc, ça nous prend plusieurs. La complexité de notre sport est énorme. Donc, évidemment, c'est un chiffre qui est très élevé. De là à déterminer si tu 10 000, si tu 11 000, ben c'est là que je pense d'un athlète à l'autre, ça peut être très différent. Ouais, c'est ça. Fait que si on arrive dans nos variables, là, quand je lisais, il parlait que il y avait 3 gros facteurs, dans le fond, qui influençaient le temps que ça allait prendre avant qu'on devienne un expert en quelque chose. Fait on parle de... Parce qu'on dit 10 000 heures, c'est sûr que c'est vrai là, qu'il faut que tu fasses un certain nombre d'entraînements, mais il y a aussi la qualité de ces heures-là. Fait on appelle ça deliberate practice en anglais. Là. Je sais pas, mon français, des fois, il y a le monde qui écoute, là, des fois. Mais la pratique délibérée, dans le fond, c'est de faire une pratique avec un focus intense. C'est sûr que si je mets plus de concentration dans un certain mouvement, puis j'en fais plusieurs de ça, ben ça devrait peut-être pas compter comme 1 heure. Là. Ça devrait peut-être compter comme un 2 heures. Fait que c'est sûr que ça va jouer un rôle là-dedans. Une autre façon qu'on va atteindre le 10 000 heures un peu plus vite ou d'atteindre l'expertise plus tôt, c'est au niveau génétique. T'sais, au niveau génétique, comme on a parlé, on partira pas au même niveau dans l'échelle. Puis c'est la triste réalité. Puis il faut juste s'y faire avec ça. Là. Notre troisième point qui va être super important aussi, c'est d'avoir un entraîneur avec nous autres qui a une expertise. Fait que d'avoir comme un peu un mentor dans quelque chose qu'on fait, ça va nous permettre d'atteindre l'expertise justement plus vite. Parce que si on s'en va un petit peu croche dans nos mouvements, on va avoir quelqu'un qui va tout de suite nous ramener dans le droit chemin versus on s'en va, on drift, on est à la dérive vers où est-ce qu'on veut en aller. Ben, le plus tôt que quelqu'un me ramène dans le droit chemin, c'est sûr que je vais avancer plus vite. Ça, c'est un peu de différencier le progrès puis le mouvement. Là. Je peux dépenser plein d'énergie tout croche, mais si je m'en vais pas dans la bonne direction, on n'avance pas dans le développement. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est super important dans les composantes pour devenir un expert. En fait, excuse-moi. On parlait des différences aussi d'entraîner un participant ou un athlète. Yannick? C'est ton domaine, ouais. Good. Ouais, de plus en plus, encore une fois, c'est que le mot DLTA, donc le développement à long terme de l'athlète, Marc-Antoine parlait de triste réalité. Ben, la triste réalité, c'est que malheureusement, c'est pas les participants de notre sport qui vont finir athlètes ou surtout athlètes de haut niveau ou qui peuvent atteindre les sommets de notre sport. Donc,
il arrive dans un point dans notre développement que, bon, ben, il y en a qui disent, ben, moi, je vais juste être un participant, je vais juste être un actif pour la vie, puis on va finir à jouer à la balle molle entre amis ou au baseball entre amis. Puis c'est bien correct, surtout, là. C'est vraiment arrivé, c'est bien correct. Là. Exactement. Point, Fait que c'est pour ça que présentement, on peut dire qu'on a plus, selon, entre autres, là, justement, le actif pour la vie, c'est qu'on trouve maintenant avoir un petit peu deux chemins différents. On a le développement à long terme du participant. Donc, c'est là que de développer toute notre jeune en fonction de, on veut être un sportif qui va être capable de se débrouiller et surtout d'être fonctionnel le plus longtemps possible. Donc, d'avoir toutes ces qualités-là pour être justement juste en bonne santé versus, ben là, de donner toutes les chances à un individu de devenir un athlète. Donc, là, le développement à long terme de l'athlète. Fait que ça, c'est l'autre chose qui est un petit peu nouveau, c'est que maintenant, on a deux schémas, on a deux chemins différents qu'on peut avoir. Le développement à long terme de l'athlète, comme on le connaît pour atteindre les sommets de haut niveau, mais on a aussi le développement à long terme du participant qui amène à être juste est-ce qu'on va être un bon sportif? Donc, avec tout ce qui vient sur les saines habitudes de vie puis ce qui peut venir avec aussi. Là. Ouais, puis ça, tu sais, je pense qu'on a parlé un peu plus tôt, là, ben, hors caméra, mais dans le sens que t'es quand même arrivé quelqu'un qui va être spécialisé puis qui va être professionnel, ben, peu importe, à un moment donné, une des belles phrases que vous m'avez fait, tu peux pas jouer au baseball toute ta vie, là, tu sais, à un moment donné, puis ça vient du film... voyons, là, Moneyball, là. Right? Ouais. Dans Moneyball, le mané, il dit, tu sais, everybody's told at some point that they can't play the children's game anymore. Fait que, tu sais, c'est la triste réalité aussi qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout du chemin, puis une des belles qualités que quelqu'un va avoir, probablement, c'est d'avoir d'autres outils, justement, dans son coffre à outils, puis d'être capable de... Qu'est-ce que je fais une fois que je suis plus un joueur de baseball? Ben, tu vas être capable de te recycler en quelque chose, ou d'être capable d'être heureux sans être 100% dans le baseball, de pouvoir jouer au soccer, de pouvoir juste t'entraîner, d'être en santé. Au bout de la ligne, la santé, quand on arrive dans la vie, c'est la chose probablement la plus importante, right? Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête aussi, là. Je pense qu'une des leçons, par contre, qu'il faut retenir de ça, puis là, dis-moi si je me trompe, mais c'est de ne pas nécessairement catégoriser un jeune trop vite. Ah, clairement. C'est-à-dire que si le jeune a encore un espoir, si encore un jeune, puis c'est sûr que bon, on a un rôle peut-être comme intervenant là-dedans, mais l'idée c'est de donner toutes les chances à l'individu qui lui veut accéder à un niveau supérieur, à un niveau élite, ben c'est de l'encadrer d'une façon comme ça. C'est sûr que c'est pas tous les individus, puis on le sait, même si c'est pas bon, malheureusement on peut pas tous jouer dans une catégorie 2A au baseball, il y en a qui jouent dans le A et dans le B, donc on peut dire que ça va différencier déjà un petit peu les participants. Mais par contre, le jeune qui rêve d'y aller, ça va être important de ne pas couper un rêve puis de l'entraîner en fonction d'eux. En effet, c'est vraiment... On veut vraiment pas catégoriser un jeune, surtout, puis comme tu parlais tantôt, qu'on a le développement actif pour la vie, puis on a le développement du gars qui va arriver en performance, mais... OK, il y a un certain gars qui est catégorisé sans aller en performance, puis notre gars qui est actif pour la vie, puis je pense qu'il faut pas catégoriser... il faut pas que ce soit l'entraîneur ou quelqu'un X qui décide, il faut que ça vienne du jeune, fait c'est quoi le gars qui est en performance, puis ça ne tente pas d'aller en performance, même s'il aurait les capacités pour, ben il a le droit de choisir l'actif pour la vie aussi, là. Puis de l'autre côté, surtout, ben là, ça vient dans nos débats aussi, là, mais dans le point que j'arrive là, puis j'ai un gars qui est peut-être pas nécessairement classé, qui devrait faire la performance, mais il rêve à ça. Mais c'est possible, tu sais. C'est juste que il part moins haut dans l'échelle, puis ça va y prendre probablement un peu plus de temps, puis d'effort avant d'arriver au même point. Puis je pense que on arrive justement dans les coins de spécialisation hâtive encore qu'on arrive, puis faut pas catégoriser trop tôt, surtout quand on arrive dans quelque chose au baseball, c'est qu'on est en développement tardif, puis en plus que on n'a pas encore parlé, mais la maturité physique, là, je peux pas arriver puis catégoriser quelqu'un avant qu'il aille complètement maturé, là, c'est juste pas vrai. Il va y avoir plein de gars comme il y avait certains articles qui avaient sorti au hockey, là, des gars qui avaient pas joué midget 3A puis qui sont rendus dans la Ligue nationale, puis c'était comme il y a plein. J'allais te parler, puisqu'on a parlé en dehors de la caméra encore une fois, mais tu me parlais, tu connaissais Alex Belzile, qui joue pour le Rocket de Montréal, c'est exactement ça. Il n'a pas été repêché, je pense qu'il a joué genre junior 2A de mémoire, puis il est rendu avec le Rocket, puis c'est un gars super brillant qui connaît la game, puis le développement tardif, tout ça, fait que c'est possible. Ben oui, puis c'est très commun, là. Quel autre gars aussi qui avait joué, il me semble, avec les Oilers, là, il joué dans le midget A même, je pense. Là, je me souviens pas de ça. En fait, un exemple, il y a Steve Eisenman. Raymond Bourque aussi. Mais Steve Eisenman, à l'époque, il jouait en Ontario. C'est Bob Hartley qui le coachait dans le junior A. Fait que, oui, c'est loin, mais c'est quand même possible. Desharnais, c'en est un. Lui, il a joué junior majeur, mais il n'a pas été repêché. Là. Ouais, il y a tellement de variables. Il faut juste pas catégoriser. Puis il faut juste
continuer à bûcher, disons-le. C'est juste s'enligner. Si tu as un objectif, ça va juste te prendre un peu plus de temps. Puis c'est sûr que si tu abandonnes, ben c'est sûr que là, tu vas t'en aller ailleurs. Mais je pense qu'il faut arriver surtout dans le point où c'est que l'individu doit décider de son parcours à lui aussi. Puis on avait une autre discussion, encore une fois, hors caméra, mais le point que à quel âge que notre lanceur... C'est la prochaine question. C'est ça. On a déjà parlé, mais c'est ça. On veut pas catégoriser, ok, mais c'est à partir de quel âge que quelqu'un décide que toi, t'es juste lanceur. Toi, t'es juste joueur de premier but. Puis, je pense que si le jeune, il aime pas ça, lui, là, jouer ailleurs que lanceur, ben, au bout de la ligne, je veux pas lui tordre un bras pour qu'il aille jouer ailleurs. C'est sa décision, pareil. Mais ça reste que, on peut arriver dans le à quel âge que ça arrive, mais ça, je pense que ça va être propre à chacun. Mais on avait un peu parlé de spécialisation, que c'était autour de 15 ans, entre 12 et 15 ans, on dit les études sont pas trop claires là-dessus, mais il y a l'individualisation, mais on veut, règle générale, entre 12 et 15 ans, à un moment donné, choisir un chemin, puis je pense que ça devient propre à chacun, là. Oui, c'est ça, exactement. Moi aussi, je pense un petit peu comme toi, Marc-Antoine, le 12 ans, le 15 ans, tout dépendant. On parle beaucoup de 15 ans. On l'associe beaucoup, je pense, aussi au degré de maturité de notre athlète. Donc, aussitôt qu'il commence à atteindre une certaine maturité physique. Puis là, on parle de 15 ans, mais encore une fois, je pense qu'on avait encore une fois une discussion là-dessus. C'est 15 ans est un âge, son âge réel, un âge guide, mais évidemment, on le sait qu'on ne développe pas tous à la même façon. Là, moi, pour ceux qui me connaissent depuis ma tendre enfance, moi, je suis un ancien très petit. J'ai commencé mon secondaire 5, je mesurais 5 pieds 2 pouces. Fait qu'évidemment, c'est pas petit, là, c'est très, très petit. Là. Fait qu'évidemment, quand j'étais jeune, les opportunités, ils pouvaient pas être là. Physiquement, j'étais vraiment pas prêt à ça. Fait que mon âge était peut-être de 15 ans, mais mon âge physique, donc mon âge... L'âge biologique ressemblait plus à un 12 ans. Là. Fait que j'étais un petit attardé finalement. Là, okay? On va se le dire, j'étais un petit attardé physique. Okay? Mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment associer entre... Puis là, c'est sûr que pour un athlète qui a un degré de maturité qui est peut-être un petit peu plus avancé, ben là, on pourrait peut-être y aller un petit peu comme Marc-Antoine disait, dire, OK, on peut peut-être commencer à spécialiser un petit peu, mais tout dépend de la volonté du jeune. Si c'est un jeune de 14 ans puis qui aime ça frapper notre lanceur, il aime ça encore se développer, puis pour lui, psychologiquement, c'est important pour son bonheur, sa continuité. Je pense que c'est là qu'on peut l'avoir. Par contre, si notre lanceur a peur de la balle, qu'il n'y a pas de succès, puis on sait que souvent, quand on n'a pas de succès à faire quelque chose, on veut souvent le mettre de côté puis se concentrer. La preuve, c'est même quand on arrive à la maison, on a 3 devoirs à faire en français, en mathématiques, puis en biologie, par lequel qu'on commence, par celui qu'on a le plus de succès. Celui, ça va être comme ça. On va essayer souvent de... OK, je sais, il y en a qui veulent s'en débarrasser de quelque chose qu'ils aiment le moins, mais celui qu'on va avoir le plus de plaisir à faire, souvent, c'est celui qu'on va avoir le plus de succès. Donc, c'est là que je pense aussi au niveau du choix puis de la spécialisation, ben, le plaisir à réaliser une tâche est encore très importante auprès de nos jeunes sportifs. Oui, mais faut que ça reste basé autour de ça. Là, je veux dire, puis c'est surtout, on parle... Un des gros sujets, c'est qu'on a dit, on part pas tous à la même place dans l'échelle. Puis si je dis, moi, là, dans la vie, j'ai vraiment du plaisir à frapper une balle de baseball super loin, là, c'est sûr que je veux rester là-dedans, tu sais, puis ça vient un peu dans mes débats, là, mais OK, t'es super bon au baseball, t'aimes ça jouer au baseball, puis il faut que t'ailles faire de quoi d'autre, mais tu sais, ça, c'est correct, si t'es super bon au baseball, mettons, on parlait d'Aaron Judge, on compare, c'est comparer des pommes avec des oranges surtout, là. On dit Aaron Judge jouait à plusieurs sports, là, mais il mesure aussi 6 pieds 7, puis les épaules larges 2 fois comme les miennes, puis c'est pas fair, là. Lui, il est parti en haut de l'échelle. Aux 3 quarts en haut de l'échelle, il est haut, 6 pieds 7, fait qu'il peut se rendre exact. mais c'est qu'il est parti en haut de l'échelle dans plein de sports. Fait que lui, là, tu le mets dans son équipe de basket, ça va être le meilleur. Tu le mets dans l'équipe de baseball, ça va être le meilleur. Tu le mets dans l'équipe de football, c'est le meilleur encore. Il est le meilleur partout, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis surtout, qu'est-ce qu'on fait avec notre jeune, lui, qui n'est pas nécessairement super bon dans tout, mais il aime ça jouer au baseball. C'est-tu vraiment bénéfique d'aller dire « Ah, mais il faut que tu ailles jouer au soccer, il faut que tu ailles jouer à telle affaire », mais il est encore dans le bas de l'échelle du soccer, il est encore dans le bas de l'échelle du basket, dans le bas de l'échelle du baseball. Tu sais, à un moment donné, ça, c'est juste un débat, là, mais c'est son plaisir. Si lui, l'affaire qu'il aime le plus dans les 3, là, c'est de frapper la balle de baseball super, super loin. C'est peut-être mieux de juste faire du baseball puis
d'avoir du plaisir à frapper super loin la balle. Fait que ça, c'est l'envers de la médaille un peu de la spécialisation, de la généralisation avec notre individualisation justement de populations différentes, puis aussi de, on dit, maturité physique, là, que c'est sûr qu'il faut garder ça en tête dans nos choix qu'on fait pour développer notre athlète, comme on parle du lanceur, mais c'est surtout qu'il y a plein de variables dans notre sujet, là. Si on ramène le 10 000 heures au niveau du lanceur, parce que tantôt on parle d'un athlète plus en général, est-ce que le développement d'un lanceur dans son 10 000 heures et plus, là, parce qu'on dit tantôt que c'est juste un chiffre, là, est-ce que ce développement-là avec le lanceur, est-ce qu'on considère, exemple, de pratiquer d'autres sports dans son développement du 10 000 heures, ou est-ce qu'on considère que de lancer des balles, c'est pas mal sa tâche principale, puis son développement principal aussi? Parce que ça fait beaucoup de lancers. Là. Si un lanceur se concentre sur 10 000 heures à lancer des balles, ça fait beaucoup de lancers. Là. Ouais. Ben, je pense qu'il y a quelques points à regarder dans le sens que, tu sais, moi, j'ai côtoyé, puis je pense que plusieurs personnes dans le monde du baseball ont côtoyé des lanceurs de baseball qui étaient vraiment peu athlétiques, mais qui étaient de très bons lanceurs, puis lançaient très fort. Pourquoi? Parce que il était spécialisé là-dedans, puis ça a pris beaucoup de répétitions, puis je me dis, on peut pas l'éviter. Ça prend des répétitions pour être bon au baseball. Tu pourras pas passer au travers de ça sans répétition, mais il y a un côté du 10 000 heures que c'est la complexité du mouvement au baseball. Le lanceur, c'est dans les mouvements les plus complexes de tous les sports. Il y a tellement de parties du corps qui bougent en même temps. C'est incroyable. La marge d'erreur pour lancer une prise est à calculer, là, un lanceur professionnel, là, mettons qu'il relâche à 55 pieds de la plaque, là, c'est moins d'1 degré. Moins d'1 degré de différence au point de relâchement fait en sorte que tu manques la cible. Fait. Systématiquement, ça va te prendre des répétitions. Là, tu peux pas passer au travers. C'est dans les mouvements, comme je dis, les plus complexes de tous les sports. Puis c'est aussi dans les mouvements les plus rapides de tous les sports. Là, le degré de rotation interne du bras, c'est 7700 degrés par seconde. C'est le mouvement le plus rapide que tu peux pas avoir fait. C'est sûr que de contrôler ça, ça va t'en prendre des répétitions, puis ça va falloir que tu te rapproches, pas de 10 000 heures, comme on dit, parce que c'est pas vrai, mais c'est d'avoir beaucoup de répétitions, dépendamment de où est-ce que tu pars dans l'échelle, dépendamment de la façon que tu pratiques, puis dépendamment de c'est qui les personnes qui t'entraînent, c'est qui ton mentor, à quel point tu es capable d'avoir des cueing, des feedbacks qui vont t'aider à aller dans la bonne direction, right? J'ai mon histoire, right? J'ai tout répondu. Yannick, tu voulais nous parler aussi des qualités entraînées spécifiques au baseball. Oui, exactement. Puis là, je pense que je pense qu'on aurait pour un très long moment sur savoir un petit peu là, la définition, aller un petit peu là, vraiment dans la spécificité de ça. Je pense que c'est important de comprendre aussi, c'est que d'un sport à l'autre, puis c'est là que quand on parle d'un 10 000 heures de spécialisation trop tôt, c'est qu'il y a beaucoup de qualités un petit peu aussi qui peuvent être transférables d'un sport à l'autre. Mais évidemment, ce qu'on retrouve le plus, c'est on entend souvent le terme puissance, beaucoup de puissance au bâton, beaucoup de puissance dans son lancer. Mais ce qu'il faut comprendre, évidemment, que la puissance, c'est un peu une force qu'on va accélérer avec le plus grande vitesse possible. Fait que c'est un petit peu ça. Puis là, après, selon certains individus, Aaron Judge est un peu exceptionnel. Puis on me nomme son nom, puis je serais curieux de faire un petit peu des tests sur lui, à savoir est-ce que lui, c'est une plus grande force ou c'est une capacité incroyable de vitesse qu'il est capable d'amener. Une chose est sûre, c'est que c'est exceptionnel ce qu'il fait dans les deux domaines. Ouais. Mais savoir c'est quoi un petit peu sa prédominance, je serais curieux de savoir ça selon un Aaron Judge. Mais je suis sûr qu'on a tous en tête aussi un frappeur pas trop grand, il est très léger sur la balance, mais qui est capable de frapper la balle très loin. Fait que ça, on peut se douter que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse dans le corps, quelqu'un que ça sera peut-être pas sa force, la plus grande qualité qu'il va avoir, mais ça va être plus au niveau de sa vitesse. Mookie Betts, qui est un très bon exemple, effectivement. Au lanceur, là, Randy Johnson versus notre ami Tim Lincecum, tout petit, Yordano Ventura. Si on se rappelle même... Pedro Martinez, quand il est arrivé avec les Expos à l'époque, je suis pas sûr qu'il pesait 140 livres, mais pourtant, il lançait des balles au-dessus de 95. Ouais. Fait que, tu sais, on sait que ça, c'est quelqu'un qui est capable d'amener une accélération, une vitesse incroyable dans son mouvement. On parle aussi beaucoup justement de vitesse pure, donc d'être capable de faire un geste le plus vite possible, de courir le plus vite. C'est quelque chose qui, dès le très jeune âge, on a déjà des premières fenêtres d'opportunité à entraîner de la vitesse. Marc-Antoine a parlé de
la complexité de lancer. Évidemment, de la coordination, c'est un incontournable, surtout pour notre lanceur. Donc, la coordination qui est une capacité à enchaîner les mouvements dans le bon ordre. Si on n'est pas capable de déposer le pied à la bonne place, d'avoir une bonne ouverture, ben ça va être impossible que le bras arrive à la bonne place au bon moment après pour notre lanceur. La coordination est incroyable. Si on parle un petit peu au niveau de l'agilité, qui est une autre qualité qu'on voit, peut-être un petit peu plus selon les joueurs de position, mais encore là, la capacité, si on parle même aux joueurs défensifs, là, quand on amène notre lanceur qui devient un joueur défensif, la capacité à aller chercher des balles quand même alentour de lui, puis à avoir d'autres jeux, parce que l'agilité qui est souvent associée au changement de direction qui est très rapide. Fait que je pense que dans le mouvement, c'est un mouvement qui est très coordonné, très programmé, qu'on veut apprendre à répéter le plus souvent possible auprès de notre lanceur. L'agilité, je pense qu'on pourrait l'associer chez le lanceur surtout à la capacité d'aller chercher d'autres balles. Après, l'autre terme qu'on entend souvent, c'est est-ce qu'on a besoin d'être souple, d'être flexible au baseball, qui est un terme qui n'est pas nécessairement francophone pour lui-même, mais plus au niveau de la souplesse. Je pense que là, pour le lanceur, j'aime mieux utiliser maintenant le terme mobile que souplesse. Ouais. Donc, d'être capable de chercher une certaine amplitude, surtout de façon dynamique. Ouais. Donc, j'ai beaucoup plus associé à... C'est un contrôle dans ton amplitude de mouvement versus juste avoir une amplitude de mouvement, parce qu'en fait, d'avoir une amplitude de mouvement, où est-ce que tu manques de contrôle là-dedans, c'est là que tu te ramasses où est-ce que tu vas te blesser. Fait. C'est là le petit bémol à avoir entre les deux termes. Là. Exact. Fait que je pense qu'au niveau des qualités physique qu'on a à atteindre, je pense qu'on fait un petit peu le survol de ça, mais je pense que ça vaudrait la peine d'aller un petit peu plus loin pour savoir aussi un peu comment l'entraîner ou comment le pratiquer ou comment... mais je pense que ces qualités-là doivent être toutes développées, évidemment, avant de réussir ou avant d'exceller dans notre sport. C'est pas parce qu'on pourrait avoir une faiblesse dans un ou l'autre qu'on peut pas compenser, puis c'est ça qu'on a dit selon, mais je pense que l'important, puis c'est d'avoir la meilleure capacité possible, de donner le plus de chances possible d'atteindre un succès. Puis après, là, c'est de savoir est-ce que si on a un manque dans quelque chose, mais que notre technique est tellement bonne, c'est là qu'on peut avoir énormément de succès quand même. Là. Ouais, c'est vraiment que, comme je répète souvent, il y a plusieurs personnes. On s'amuse puis on regarde les mécaniques des lanceurs, là, des gars des ligues majeures. Il y en a plein qui sont tout croches, là. Il y en a plein qui... Mais ils font quelque chose de tellement bien que ça compense pour le reste. Fait. C'est un peu le même principe que tu parles, dans le fond. Là. On arrive, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est vite. Tu peux être pas vite, mais tu peux être super fort puis arriver à la même puissance. Puis, tu peux être peu mobile, mais être tellement fort que tu arrives au point de contact, mettons, quand tu frappes, ou au point de relâchement quand tu lances, que tu n'es pas à la bonne place au bon moment, mais tu génères juste plus que quelqu'un d'autre. Tu viens d'être gagnant là-dedans. Puis, un des points aussi que tu as mentionné qui est super important, puis ça lie un peu avec on a parlé dans notre capsule juste un peu avant, la dernière capsule, mais le point c'est que tu as des fenêtres d'opportunité aussi où est-ce que ça se travaille, puis ça c'est souvent dans un jeune âge, puis c'est souvent, on a des fenêtres qui sont après la puberté, mais on a beaucoup de fenêtres aussi qui sont avant la puberté, puis quand je parlais de littérature physique dans la dernière capsule, dans le fond, c'est quoi? C'est de regrouper ces qualités physiques-là puis d'arriver à des points aussi qui sont un peu plus dans le général de « OK, je veux frapper, dans mon échauffement, dans mon activation, mais aussi dans mon conditionnement physique. » Et ça, c'est un autre débat qu'il faudrait avoir avec nos joueurs de baseball. Mais de garder en tête ces composantes-là qui OK, il faut que je développe ces composantes-là dans les périodes de développement de ma personne. Mais il faut aussi garder en tête qu'on a des mouvements qui sont fonctionnels, que ça, c'est la grosse base, surtout avec nos plus jeunes, que c'est apprendre à sauter, apprendre à marcher, apprendre à courir, apprendre à lancer, frapper, apprendre à absorber de la force à une jambe, marcher sur les mains, apprendre juste le contrôle du corps qui se passe à un très jeune âge, de comprendre ces mouvements de base-là, comme on dit un squat. Ah, est-ce que tu squattes? On avait des débats là-dessus. Tout le monde squatte dans la vie, c'est des mouvements de base. C'est que pour t'asseoir sur une chaise, il faut que tu t'assoies. C'est un squat. Puis quand tu te relèves, il faut que tu sortes du squat. Puis quand tu te penches pour ramasser tes clés à terre, on appelle ça un hinge. Puis ça, c'est une penture en français, mais c'est le mouvement du deadlift. Puis quand on arrive puis qu'on fait un push, c'est quand j'ouvre une porte pour la pousser. Quand je tire, je fais c'est la même chose que quand j'arrive puis que je suis en muscu puis que je fais des pull-ups. Puis quand je m'arrive puis que je fais un bench press. Mais c'est tous des mouvements fonctionnels que quand je suis à un jeune âge, ça, faut que j'ai l'acquisition de ces mouvements-là pour faire la grosse base de quand j'arrive plus vieux. Je vais être capable de builder sur une plus grosse fondation
puis d'acquérir des compétences justement de force, d'agilité, de vitesse d'une façon beaucoup plus rapide que si j'avais pas eu justement ces composantes-là. Puis quand je suis un lanceur, j'arrive puis je veux faire un mouvement qui est extrêmement complexe, ben ça me prend ces mouvements de base-là pour établir mes autres grosses composantes. Puis comme ça, je suis un meilleur lanceur de baseball. Les gars, merci. Yannick, plaisir. On va se revoir dans d'autres chroniques de toute façon. Juste avant de vous laisser aller, par exemple, j'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, je peux faire des petits saluts, allez liker notre page, abonnez-vous. On va être sur YouTube, quand je viens de mentionner, mais on est aussi sur Balado Québec, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. Si vous avez des questions pour Yannick ou même pour Marc-Antoine, Facebook de Baseball Québec, vous pouvez aller nous écrire des questions là dans la page YouTube. Sinon, sur mon email personnel à moi, jfcharles@baseballquebec.qc.ca. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine chronique. Merci. Salut.